Information importante. L'enregistrement de cet épisode a été fait en connaissance des polémiques qui entourent l'auteur de la saga Harry Potter. J'ai dû, pour le bon fonctionnement du podcast, m'appuyer sur certains éléments de sa vie. Toutefois, la diffusion ou l'enregistrement de ce podcast ne signifie en aucun cas que je suis en accord avec les actions et les propos tenus par l'auteur. Merci de votre compréhension et bonne écoute. Bonsoir, soyez les bienvenus dans Marque-Page. Ici, on parle littérature en tout genre. Je m'appelle Max, je suis un grand passionné de lecture et d'écriture et j'ai décidé de vous ouvrir les portes de mon univers. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 9e épisode de Marque-Page. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver comme à chaque fois et comme d'habitude, on se retrouve pour un épisode un peu particulier puisqu'aujourd'hui, il s'agit du 4e volet de la saga Harry Potter qui s'intitule Harry Potter et la Coupe de Feu. Vous commencez à avoir l'habitude, on va commencer sans plus attendre par la carte d'identité de l'ouvrage. Donc, le livre s'appelle Harry Potter et la Coupe de Feu, son auteur est J.K. Rowling. Il a été publié pour la première fois dans son pays d'origine, qui est le Royaume-Uni, le 8 juillet 2000. Donc il y a de ça 23 ans, bientôt 24. Et donc son pays d'origine, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le Royaume-Uni. Son titre original, c'est Harry Potter and the Goblet of Fire. Traduisez littéralement Harry Potter et la Coupe de Feu. Et il a été publié en France dans sa première édition le 29 novembre 2000, donc il y a de ça presque 24 ans également. Sa maison d'édition principale en France est Gallimard et son traducteur est Jean-François Ménard. En termes de classification, ce livre se classe dans la littérature jeunesse. Et j'ai eu l'occasion de parler de ce livre avec comme support le livre audio lu par Bernard Giraudot et dont la durée est équivalente à 21h15. Au moment de la parution d'Harry Potter et la Coupe de Feu, la popularité de J.K. Rowling n'est plus à faire, puisque c'est une auteure connue et reconnue pour cette saga, et au moment où sort le 4e tome, elle arrive très clairement à en vivre, donc à vivre de ses écrits, mais aussi de tout ce qu'il y a autour et de tout ce que ça a engendré. J'entends par là produits dérivés, adaptations cinématographiques, et j'en passe. Donc dans ce 4e tome, on peut voir des inspirations directes de la France, notamment pour l'école de magie Beauxbatons. En effet, petit fun fact, l'auteur parle français, à l'instar du personnage de Fleur de la Cour. En ce qui concerne ma découverte de ce livre, je l'ai découvert lorsque j'ai poursuivi la lecture, ou plutôt l'écoute, de la saga. Puisque effectivement j'ai écouté les 3 premiers tomes, du coup je poursuis avec le tome 4. Alors quand je dis je poursuis, c'est pas au moment où je vous parle, hein. C'est il y a quelques années de ça maintenant, presque 10 ans. Il y a presque 10 ans, je découvrais pour la première fois Harry Potter et la Coupe de Feu, toujours au format audio. Aujourd'hui, cela n'a pas changé, même si j'ai les 7 tomes à la maison en format papier. Je précise que je lis beaucoup, j'écoute beaucoup en format audio, mais le format papier est extrêmement important puisque c'est ce qui fait vivre en grande majorité, si ce n'est en totalité, les auteurs, les maisons d'édition et l'industrie du livre en général. Voilà, c'était le petit disclaimer qui, à mon sens, est nécessaire. Pour le résumé du 4e tome, globalement, Harry Potter et leurs amis rentrent en 4e année à Poudlard, donc presque la moitié de leur cursus, ou plus de la moitié, parce que c'est sur 7 ans. Cette 4e année est vraiment très importante puisqu'elle regroupe à la fois la Coupe du Monde de Quidditch, donc dont la finale se déroule en Grande-Bretagne pour la première fois depuis de nombreuses années. Bien sûr, cela ne se passe pas sur l'année scolaire, mais pendant les grandes vacances. Mais c'est quand même à prendre en compte.
en termes de temporalité et sur le livre en général, puisque ça fait partie des sous-intrigues. Vous savez que je parle souvent de l'intrigue principale, mais surtout des sous-intrigues, puisqu'elles font autant avancer l'histoire que les intrigues principales. Donc il y a la Coupe du Monde de Quidditch, donc qui est un sport qui se joue sur des balais volants. Pour les moldus qui n'auraient pas connu encore, ou en tout cas qui n'auraient pas lu la saga Harry Potter, le Quidditch est un sport qui se joue sur des balais et dont le but est de marquer des points en lançant une balle qui s'appelle le soifle au travers de hauts cercles, généralement dorés. Un match de Quidditch prend fin lorsque le vif d'or est attrapé par l'attrapeur. L'intrigue principale pour ce 4e volet réside dans le tournoi des 3 sorciers. Donc le tournoi des 3 sorciers, c'est quoi ? Le tournoi des 3 sorciers, c'est une compétition magique qui réunit 3 écoles. Pour chaque école est désigné un champion. Donc les 3 écoles qui sont réunies sont toujours les mêmes. L'école de Bulgarie de Durmstrang, l'école britannique de Poudlard et l'école française de Beauxbatons. Ce que j'entends par là, c'est que aucune autre école, à notre connaissance en tout cas, ou au moment du livre, au moment des faits reportés dans le livre, aucune école autre que les 3 que j'ai cités y ont participé. C'est une compétition qui est très dangereuse, c'est pourquoi seuls les élèves de 17 ans ont le droit d'y participer. Et donc pour cette année, c'est Poudlard qui reçoit le tournoi, et le moins que l'on puisse dire, c'est que tout ne se passera pas comme prévu. Au niveau de mes premières impressions donc pour ce 4e tome, et en tout cas sur la manière dont va s'articuler ma critique, je vous propose un focus sur l'organisation du tournoi. Je vous propose également un focus sur les champions, de manière globale, et les diverses tâches qu'ils auront à accomplir. La question qui les entoure est quel rôle jouent les champions dans ce tome, et bien sûr les personnages secondaires. Il ne faut pas non plus oublier de parler du retour de Lord Voldemort, autrement dit celui dont on ne doit pas prononcer le nom, retour qui est en prévision dans ce tome-là. Pour moi, les 3 premiers tomes sont une véritable amorce. Le 4e, he's back. Il a pour projet d'être là et de plus bouger. On l'a pas vu pendant 13 ans. Il a pas voulu attendre une 14e année. Il est bien là. En ce qui concerne les personnages secondaires, je vous propose un focus sur Igor Karkaroff et Alastor Maugret. Sans oublier bien sûr notre chère Rita Skeeters. Je vous propose dès à présent de passer à la partie qui cette fois-ci sera un petit peu plus longue que les autres fois. Je parle bien sûr de mon avis en fin de lecture. Mon avis se compose en 11 points. Oui, vous avez bien entendu, vous allez bien entendre ma voix cette fois-ci. On est parti pour un épisode de podcast assez conséquent, tout ce qu'on aime. Il y a tellement de choses à dire sur ce tome que je ne pouvais pas faire plus concis. Ce n'était pas possible. Le premier point de tous n'est ni plus ni moins que le titre du premier chapitre du tome 4, autrement dit, la maison des jeux du sort. Pourquoi je l'ai appelé comme ça, ou en tout cas, pourquoi J.K. Rowling et le traducteur l'ont appelé comme ça, simplement parce que c'est un jeu de mots entre jeu du sort, donc le fait de jouer avec la magie, puisque dans le premier chapitre, on apprend que c'est Voldemort lui-même qui a tué ses parents en s'introduisant chez eux et en les tuant par l'utilisation de la magie, et le nom de famille de Tom. C'est une bonne scène d'introduction qui suppose le retour de Voldemort, ou du moins la préparation de son retour. Dans ce chapitre, on en apprend également davantage sur l'enfance de Tom Jeu du sort. Ou Jedizor, mais je préfère Jeu du sort. Mon deuxième axe concerne nos chers petits moldus préférés, je parle bien sûr des Dursley. Chez les Dursley, on assiste à un véritable changement de situation pour Harry. Alors, changement de situation au sens plutôt positif du terme, puisqu'il s'agit d'une amélioration des conditions de vie. En effet, jusqu'à la fin du 3e tome, les Dursley
essaye de victimiser le plus possible Harry et de le priver vraiment de ses pouvoirs et de la magie qu'il a en lui, en essayant justement qu'il y fasse allusion le moins possible, pour reprendre un terme du deuxième tome, qu'on fasse allusion le moins possible à son anormalité sous le toit des Dursley. Et ce changement de situation, il est clairement dû à l'arrivée dans la vie de Harry de Sirius Black. Rappelez-vous, Sirius Black faisait l'objet du 3e tome, donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Il se trouve que finalement Sirius est innocent et qu'il essaye de remplir depuis qu'il a été innocenté et blanchi, du moins par Dumbledore, puisque le ministère le pense encore bien responsable. Depuis justement qu'il essaye de se réhabiliter, de se refaire un nom, etc. Son objectif premier est de prendre soin de son filleul, comme il l'a promis à ses meilleurs amis Lily et James, décédé il y a de ça 14 ans. Mon prochain focus, il est sur la Coupe du Monde de Quidditch. En effet, le 4e tome est l'occasion pour nos héros et donc pour nous lecteurs d'assister à la 422e Coupe du Monde de Quidditch. Et c'est d'ailleurs le seul tome où un événement mondial de sport, en l'occurrence le Quidditch, sera mentionné dans toute la saga. Donc c'est plutôt un moment joyeux qui permet le rassemblement de toute la famille Weasley, plus Harry, plus Hermione. C'est vraiment un événement positif, un événement très joyeux qui fait vraiment plaisir à lire. Ce passage-là, c'est l'introduction du personnage de Viktor Krum, qui est membre de l'équipe nationale de Bulgarie, donc membre de l'équipe nationale de Quidditch de Bulgarie. Et on apprendra bien plus tard que c'est également un élève de Durmstrang qui sera champion de son école au tournoi des 3 sorciers. Une des questions que je me pose maintenant, c'est quelle place occupent les Mange-Morts pendant le championnat? Pourquoi je me pose cette question? Simplement parce que la fin de la Coupe du Monde est perturbée par l'arrivée des Mange-Morts et par le fait qu'ils interviennent dans un lieu qui est géré par des moldus pour, disons les choses clairement, mettre un peu le bazar, pour parler poliment, montrer aux moldus l'existence de la magie, sachant que les moldus passent de plus en plus de temps et passent la majorité de leur temps, si ce n'est tout leur temps, à justement dissimuler l'existence de la magie aux yeux des moldus pour éviter une guerre, comme il y en a déjà eu par le passé. Voilà à peu près ce qu'on peut en dire, et puis on verra plus tard que les Mange-Morts sont, j'ai presque envie de dire, de partout sur ce tome-là. Donc la Coupe de Feu, c'est l'intrigue principale de ce 4e tome, puisque celui-ci est basé sur la Coupe de Feu et le tournoi des 3 sorciers. Alors la Coupe de Feu, qu'est-ce que c'est? La Coupe de Feu, c'est en fait un instrument qui permet de choisir les 3 champions de chaque école pour le tournoi des 3 sorciers. Et la Coupe de Feu désigne par la même occasion les 3 mêmes personnes qui seront liées par un contrat magique. Dixit Maugrey Folleuil. La Coupe de Feu, elle désigne en premier lieu, alors je sais plus vraiment dans quel ordre c'est, mais je vais vous parler des 3 champions de la Coupe de Feu. Donc ces 3 champions sont littéralement les personnes suivantes. Pour Durmstrang, Viktor Krum, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, membre de l'équipe nationale de Quidditch de Bulgarie, joueur de Quidditch de renommée mondiale du coup, mais surtout joueur très jeune puisqu'il a 17 ans, entre 17 et 18 ans, et c'est quelqu'un qui est très proche du directeur de Durmstrang, Igor Karkaroff. On reviendra plus tard sur l'importance de ce personnage-là pour le tome. Pour Poudlard, le champion choisi est Cédric Diggory. Donc Cédric Diggory, c'est quelqu'un dont on entend assez peu parler sur les autres tomes et qui vraiment se dévoile en fait, se dévoile sur la totalité du tome. On y découvre quelqu'un d'attachant, de très droit dans ses bottes, d'assez complexe aussi car il est très discret et d'un coup on assiste à une mise en lumière sur lui, sur ses talents, sur sa maison également, parce qu'il est issu de la maison de Poufsouffle. Sur les 3 autres tomes, les 2 maisons les plus mises en avant, c'est celle de Serpentard et de Gryffondor. Pourquoi? Parce qu'il existe très clairement une rivalité entre les 2 maisons, personnifiée par la rivalité qui oppose Harry à Drago Malfoy et ses acolytes. Mais voilà, en tout cas, me concernant, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir le personnage de Cédric Diggory, qui, à mon sens, est un personnage complexe, qui malheureusement connaît une fin terrible, puisqu'en fait, il meurt parce qu'il est tué de sang-froid par Queue de Verre, un partisan de Voldemort. Et du
coup, je trouve ça très navrant parce que, à mon sens, il y avait beaucoup de choses à faire. En tout cas, c'était un personnage qui méritait à gagner en profondeur. On aurait pu notamment développer son histoire d'amour avec Cho Chang, qu'on développera plus tard, certes, mais ça aurait été mieux, à mon sens, de développer l'histoire en présence de Cédric Diggory. Pour Beauxbatons, c'est du coup Fleur de la Cour qui est désignée comme championne. C'est la seule fille du tournoi, la seule jeune femme du tournoi. Et pareil, c'est un personnage assez discret sur ce tome-là en tout cas. C'est un personnage qui sera creusé plus tard dans les autres tomes de la saga. Sur le tome 4, c'est un personnage qui justement fait tourner la tête à beaucoup d'hommes, à commencer par Ron, qui la trouve excessivement magnifique. Il faut quand même noter que Fleur de la Cour est une Vélane. Une Vélane, c'est quoi ? Une Vélane, c'est un personnage qui a un pouvoir assez fou, puisque rien qu'en la regardant, les personnes qui sont sensibles à leur charme, en majorité, j'ai envie de dire les hommes, ils perdent totalement le contrôle d'eux-mêmes. Ils commencent à faire des choses totalement déraisonnables. Comme exemple, j'ai le comportement de Harry à la Coupe du Monde de Quidditch qui commence à monter sur les gradins pour pouvoir faire je ne sais trop quoi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il n'aurait pas fait en fait dans son état normal. Clairement pas. Enfin, le 4e et dernier champion, et pas des moindres puisque en fait c'est un champion qui n'était pas du tout prévu. Il s'agit de Harry. Harry, c'est un champion qui n'est pas du tout prévu puisque il fait partie de l'école de Poudlard. L'école de Poudlard a déjà son champion, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de Cédric Diggory. Mais là, pourquoi Harry se retrouve dans le tournoi ? Simplement parce que Maugrey Folleuil, qui en fait n'est pas Maugrey Folleuil mais bien Barty Croupton Junior, qui est un mange-mort à la solde de Voldemort, ce cher Barty, il a piraté, entre guillemets si je puis dire, la coupe de feu pour pouvoir y insérer Harry et en le désignant comme étant le champion d'une 4e école. Cette 4e école n'existant pas puisque finalement il appartient à Poudlard, comme je l'ai dit. Mais la coupe de feu le considère comme étant un 4e champion d'une 4e école. Et comme le dit Barty Croupton Senior ce coup-ci, qui fait partie du département de la cohésion magique internationale, me semble-t-il, Barty Croupton part du principe que les champions désignés par la coupe de feu doivent obligatoirement participer au tournoi puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont liés par un contrat magique. L'arrivée de Harry dans le tournoi fait que les règles de ce tournoi-là sont très clairement chamboulées, puisqu'effectivement, il faut établir un nouveau règlement sur mesure qui inclut 4 champions et non pas 3, comme c'était prévu initialement. Depuis tout à l'heure, je vous parle du tournoi des 3 sorciers, mais globalement, qu'est-ce que c'est ? Le tournoi des 3 sorciers, c'est 3 tâches qui sont censées prouver la capacité magique des champions. Pour participer à ce tournoi, il y a une limite d'âge. Limite d'âge liée à la dangerosité du tournoi puisque les champions peuvent littéralement y laisser la vie. Alors, ça peut paraître très bizarre compte tenu du fait qu'on est quand même dans une école et que normalement quand on étudie quelque chose, on n'est pas censé risquer sa vie mentale, physique, émotionnelle, tout ce que vous voulez. Ceci étant dit, ça peut parfois faire écho à certaines choses que traversent les étudiants moldus. Mais bon, ça, c'est pas du tout le sujet. Et là, en l'occurrence, on parle de dangerosité physique. Comme cette dangerosité physique est très importante, le professeur Dumbledore, en accord avec les autres directeurs des écoles, a décidé d'imposer une limite d'âge de 17 ans. Donc c'est-à-dire que pour participer au tournoi, il faut obligatoirement avoir 17 ans au minimum. Voilà ce qu'on peut dire du coup sur la limite d'âge. Là vient quelque chose d'assez bizarre, c'est que Harry n'a pas 17 ans, il en a 14. Et là on se demande, mais pourquoi donc avoir pris la décision de laisser Harry concourir? Simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Barty Croupton n'a rien voulu entendre. Il a décidé de maintenir ça, de maintenir la participation de Harry malgré son trop jeune âge. Mais du coup, comment est-ce que la candidature de Harry a-t-elle pu être retenue, en sachant que, comme on nous l'explique dans le livre, lorsque quelqu'un qui a moins de 17 ans veut participer au tournoi, sa candidature est rejetée et lui est mis en dehors de la coupe de feu qui est entourée par un cercle magique, sert de limite d'âge. Et si quelqu'un qui ne respecte pas cette limite d'âge a le malheur de rentrer dans le cercle, il est expulsé de ce cercle, sa candidature est rejetée. Mais pour Harry, c'est différent, puisque en fait, c'est quelqu'un qui a largement au-dessus de 17 ans qui inscrit la candidature de Harry. Donc du coup, elle est automatiquement acceptée. Voilà ce qui se passe.
Moi, la question que je me pose, surtout, puisque tout à l'heure je vous ai dit que le tournoi des 3 sorciers était un tournoi excessivement dangereux, c'est pourquoi est-ce que on a maintenu le tournoi si on connaît ses risques, si on sait qu'il y a déjà des personnes qui ont littéralement laissé la vie, pourquoi l'avoir maintenu? Pour le spectacle ou pour toute autre chose? Honnêtement, je n'ai pas de réponse. Et pour vous dire, ça fait plusieurs fois que j'écoute ce livre, je n'ai toujours pas la réponse. Peut-être que je finirai par en trouver une probante et dans ces cas-là, je vous en parlerai le cas échéant plus tard. Mais en tout cas, je n'ai pas trouvé de réponse tangible à ce niveau-là. De manière globale, je trouve que c'est une intrigue qui est très intéressante, mais qui fait quand même un peu beaucoup flipper. Rita Skeeter et le journalisme. Pour cette partie-là, c'est un autre aspect de l'univers qui est développé, c'est l'aspect journalistique. En effet, J.K. Rowling, lorsqu'elle a écrit Harry Potter, elle a mis sur pied un concept dont on entend parler depuis le début du tome 1, la Gazette du Sorcier. La Gazette du Sorcier, c'est l'équivalent de nos journaux moldus. Je vais pas en citer, mais vous avez compris. Sauf que c'est des journaux presse écrite. Il y a jamais eu la télé, à ma connaissance, chez les sorciers. Jamais. Et donc, comme il n'y a pas la télé, la presse écrite, il y a un rôle tout à fait important. Un des journaux les plus populaires dans le monde des sorciers, en tout cas en Grande-Bretagne, c'est la Gazette du Sorcier. Et la Gazette du Sorcier compte parmi ses rangs une journaliste aux mœurs plus que discutables, Rita Skeeters. De manière globale et générale, la Gazette, à mon sens, c'est une caricature des tabloïds britanniques qui sont constamment dans la course au buzz, c'est-à-dire tirer la couverture à soi, essayer de sortir le plus gros scoop qui soit. Et pour moi, Rita Skeeter, c'est littéralement la journaliste par excellence qui essaye par tous les moyens du monde d'avoir le scoop qui va faire que on va parler de son article et qu'elle va le vendre. Et elle est prête à tous les moyens du monde pour pouvoir parvenir à ses fins. Un des moyens qu'elle a trouvé, c'est de se transformer en scarabée. Elle est donc un animagus non déclaré, puisque je crois que je vous en avais déjà parlé dans le dernier podcast qui traite de Harry Potter. Il faut se déclarer auprès du ministère de la magie pour avoir le droit d'être reconnu ou assimilé comme un animagus. Elle, c'est pas le cas. Et donc du coup, elle se sert de ça pour en fait se mettre dans les endroits les plus petits et les plus discrets qui soient pour pouvoir essayer justement de récupérer et de choper le moindre petit buzz. Ça donne lieu à des sujets traumatisants pour les protagonistes, du genre Hermione Granger est au centre d'un triangle amoureux qui comprend Harry et Victor Krum ou autre chose. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant à Poudlard alors que la Gazette du Sorcier fout plutôt la paix à l'école dans les autres tomes? Simplement parce que le tournoi des 3 sorciers a une portée un peu internationale, presque une portée internationale. C'est un événement vraiment très 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 important et cet événement est couvert par la Gazette du Sorcier en la personne justement de Rita Skeeter et de son photographe. Alors faut savoir que Rita Skeeter, c'est quelqu'un de, disons les termes, de chiant quoi. Elle est chiante parce qu'elle veut, en fait elle veut tout le temps tout gérer, tout contrôler et elle est tout le temps sur les côtes de Harry. Elle est tout le temps sur son dos. Pourquoi ? Parce que c'est la petite starlette du pays, comme on le sait, parce qu'il a survécu à Voldemort, mais c'est aussi et surtout le personnage le plus jeune. Elle va se concentrer sur lui plutôt que sur les autres champions, va totalement déformer tous ses propos, va essayer de rendre l'histoire la plus larmoyante possible pour pouvoir vendre, et ce au détriment de l'information principale, à savoir l'événement sportif qu'est le tournoi des 3 sorciers. Ce n'est pas sans rappeler, bien sûr, les tabloïds anglais. Bref, ça fait très clairement écho au monde moldu et c'est, je l'avoue, un peu risible et drôle surtout. Ce 4e tome, il a presque une visée politique. Pourquoi ? Parce que on parle bien sûr des organes de presse, donc de la liberté d'expression. On parle de sport. Le sport, même si normalement ça n'a pas vocation à être politique, tout le monde sait que c'est politique. Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais en tout cas, à mon sens, ça l'est. Vous pouvez ne pas être d'accord, hein, c'est où typiquement on parlait de liberté d'expression. Pour moi, le podcast c'est un moyen d'expression. Pour en revenir un peu à notre monde des sorciers, un autre point est abordé. Il s'agit de celui des elfes de maison et de la question de l'esclavage.
Alors, comment ça se passe ? Ça se passe que dans le tome 4, on fait mention de la manière dont sont préparés les repas à Poudlard, et ils sont préparés par des elfes de maison qui travaillent dans les cuisines de manière très discrète et qui s'occupe aussi de l'entretien du château de manière globale et générale, notamment de la salle commune de Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle et Serpentard. Et cet aspect-là de Poudlard et de son organisation, ça a donc d'irriter une personne. Il s'agit d'Hermione. Hermione qui est un personnage complexe aux multiples facettes, dont celle d'avoir un aspect assez militant, puisqu'elle est fortement impactée par la cause des elfes de maison, qui sont littéralement des esclaves du monde magique, j'ai envie de dire. Elle essaye de militer pour eux, pour leurs droits, pour essayer justement de les faire reconnaître comme étant des citoyens libres. Alors oui, ça peut paraître fou puisque, rappelons-le, Hermione n'est même pas majeure, elle ne travaille pas, elle est étudiante, puis surtout elle est extrêmement jeune, elle a que 14 ans à ce moment-là, mais ça montre déjà sa détermination et sa volonté de vouloir aider et de vouloir être là pour les autres. Hermione, elle est profondément humaniste, au-delà du fait d'être très cultivée. Et donc, pour venir en aide aux elfes de maison, elle décide de monter la Société d'aide à la libération des elfes. Donc en français Padone, et je trouve la traduction exceptionnelle, Padone SALE, ou prononcé sans l'acronyme SAL. Du coup, ça montre aussi que c'est quelque chose qui, même si c'est fait avec toute la bonne volonté du monde, c'est fait de manière assez maladroite et presque impuissante, puisque de toute façon, en fait, elle ne peut pas faire grand-chose, littéralement, à part essayer de militer intramuros à l'intérieur de Poudlard. Il y en a un que ça fait particulièrement rire d'ailleurs, cette SALE, c'est Ron, qui ne comprend pas de suite pourquoi Hermione veut absolument sauver les elfes de maison. Et pourtant, c'est un combat qui... Je sais pas si on pourra en parler après, mais c'est un combat qui tient à cœur à Hermione, qu'elle tiendra à défendre tout au long de sa 4e année, et même plus tard dans sa vie. Je vous en parlerai à l'occasion. Dernier focus concernant les elfes de maison, j'aimerais revenir sur l'elfe qui a inspiré Hermione, à savoir Dobby, qui est le seul elfe libre et heureux de l'être que l'on connaît de la saga. Effectivement, c'est l'ancien esclave, l'ancien elfe de maison de la famille Malfoy, qui le traitait vraiment super mal, et donc du coup Harry, sentant que Dobby était en danger, et puis surtout parce que Dobby l'a quand même pas mal aidé dans le tome 2, il a vraiment envie de lui rendre l'appareil. Alors oui, certes, Dobby l'a pas mal aidé, mais il l'a aussi pas mal mis dans des situations un peu complexes, Je vais pas revenir dessus. Pour l'aider, il décide de lui offrir une chaussette. Depuis, Dobby, il est complètement dingue de chaussettes. D'ailleurs, à l'occasion, on le retrouvera dans le tome 4, puisqu'il travaille dans les cuisines de Poudlard, il est rémunéré et il porte des vêtements très fièrement. Il est rejoint aussi par Winky, dont on parle quasiment pas dans les films d'ailleurs, et je trouve ça dommage. Winky qui est l'elfe de maison de la famille Croupton, et qui, pour une raison ou pour une autre, était présente à la Coupe du Monde de Quidditch et n'a pas respecté les ordres de son maître. Celui-ci l'ayant très mal pris, il décide de la congédier. Winky le vit très très mal d'ailleurs et se plonge dans l'alcoolisme, dans l'alcool. C'est triste chez les humains, mais c'est triste. C'est d'autant plus triste chez les elfes de maison que c'est pas, elle se plonge pas vraiment dans l'alcool en fait, elle commence à boire des bières au beurre et à en être accro. Alors, la bière au beurre, on va me dire oui, mais c'est bu par des étudiants, par des élèves qui sont majeurs, donc ça fait l'apologie de l'alcool, etc. Non, pas du tout. En fait, pour les êtres humains, la bière au beurre, c'est pas fort. C'est un peu l'équivalent du panaché chez les moldus, mais ça n'a pas du tout les mêmes effets sur les elfes de maison, et les effets sont décuplés. Ce qui fait que quand Harry, Ron et Hermione se rendent dans les cuisines, ils trouvent Winky très éméché, ce qui est pas très plaisant à voir d'ailleurs. C'est du coup grâce à Dobby et au cas de Winky que Hermione décide de se saisir de la question du traitement des elfes de maison et de l'esclavage à Poudlard et dans le monde des sorciers. Le nouveau point sur lequel j'aimerais intervenir maintenant, c'est le personnage d'Alastor Maugrey, dit Folleuil.
Alastor Mowbray, c'est un personnage important pour cette aventure, non seulement parce qu'il est le professeur de défense contre les forces du mal de cet opus, puisque vous savez que depuis 3 ans, le seul poste qui est instable au niveau de l'équipe pédagogique de Poudlard, c'est le poste de professeur contre les forces du mal. Donc, on a un souci avec ce personnage par contre, c'est que son identité a été usurpée par un mange-mort, à savoir Barty Croupton Junior, qui a littéralement pris sa place au moyen de l'utilisation du polynectar. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le polynectar, c'est une potion qui permet de prendre l'apparence physique de quelqu'un en utilisant pour la potion un élément de son corps qui lui appartient. Pour Barty Croupton, c'est en l'occurrence, Barty Croupton Junior, c'est en l'occurrence des cheveux. C'est d'ailleurs ce même ingrédient, si je puis dire, qui a été utilisé par Harry, Ron et Hermione lorsqu'ils faisaient du polynectar au cours de leur 2e année. Donc, Barty Croupton Junior va faire participer Harry au tournoi des 3 sorciers en l'inscrivant comme candidat d'une 4e école, fictive du coup, et va permettre à Harry, tout au long des 3 tâches du tournoi des 3 sorciers, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure, mais ces 3 tâches, elles sont très clairement définies. Donc la première, c'est la récupération de l'œuf d'or en affrontant le dragon. Mowbray, enfin plutôt Barty Croupton Junior, sous les traits de Mowbray, va donner des conseils à Harry qui vont pouvoir lui permettre de résoudre l'énigme de l'œuf d'or. Il va pas hésiter à passer par Cédric Diggory. Pour l'épreuve du lac noir, il va passer par Neville Londubat en lui donnant l'ouvrage dans lequel se trouve la solution pour pouvoir respirer sous le lac pendant 1 heure via l'utilisation de la branchiflore bien sûr. Dans la 3e et dernière épreuve, il va faire en sorte que Harry soit le seul à trouver le trophée et à poser sa main dessus, tout en sachant que il a fait de ce trophée un porte-au-loin qui le ramènerait directement à Lord Voldemort. Donc c'est en globalité un mange-mort qui a œuvré pour le retour de Lord Voldemort à la vie. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'on parlerait justement des mange-morts de nouveau, puisque les mange-morts ont une place importante, non seulement au début du tome, encore maintenant, aussi parce que Igor Karkaroff en était un. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les mange-morts sont vraiment très importants pour ce tome-là. L'arrivée justement de Maugrey Folleuil et par extension de Barty Croupton Junior permet de savoir comment les choses se passaient lorsque Voldemort était à l'apogée de son pouvoir et qu'il terrorisait littéralement le monde des sorciers. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Barty Croupton Junior est et restera, je pense, un des plus fidèles alliés de Lord Voldemort puisqu'il l'a clairement aidé à son retour et a été fidèle à Voldemort tout au long de sa vie qui est plutôt misérable puisque de toute façon, il a quand même passé beaucoup de sa vie en prison, puisque c'est son propre père qui l'a envoyé à Azkaban, car l'appartenance, entre guillemets, au groupe de Voldemort a été avérée et du coup a pu faire l'objet d'une enquête le menant, lui et d'autres mange-morts, à la prison, mais lui ainsi que ses collègues mange-morts sont restés fidèles à Lord Voldemort quoi qu'il arrive. Pour Barty Croupton Junior, il est resté fidèle à Lord Voldemort jusqu'à la fin de sa vie, puisque lorsque Dumbledore découvre qu'il s'agit en réalité de Barty Croupton Junior et non pas d'Alastor Mowbray, il décide de faire intervenir des détraqueurs pour pouvoir le maintenir en sécurité afin qu'il puisse être envoyé à Azkaban. Finalement, le détraqueur ne tiendra pas et finira par le tuer, mais Barty Croupton Junior est mort en fidèle de Voldemort, comme il ne l'a jamais été. Je le disais tout à l'heure, je vous ai parlé de Sirius Black et du fait que sa place était réaffirmée dans ce tome-là. Effectivement, il remplit son rôle de parrain à merveille tout au long du tome, en essayant d'aider Harry du mieux qu'il peut, en le conseillant, en restant proche de lui malgré les épreuves qui se passent, donc le tournoi, le fait que Harry se brouille avec Ron puisque Ron pense que Harry a fait exprès de participer au tournoi et ne l'a pas prévenu. Enfin bref, c'est vraiment une année pas simple pour lui puisqu'en fait cette année est jalonnée d'épreuves littéralement et la seule personne qui lui restera fidèle jusqu'au bout avec Hermione, c'est Sirius. En ce sens, on peut parler d'une réhabilitation réussie puisqu'il passe de criminel notoire à parrain et soutien très proche de Harry. Non sans mal, puisque, rappelons-le, Sirius a un passif tellement important avec notamment la prison d'Azkaban
que avant que son nom soit totalement réhabilité, c'est compliqué. Mais finalement, la réhabilitation dans le tome 4, elle est en cours et presque achevée finalement. J'ai bien dit presque, puisque vous verrez que dans le tome 5, pour moi le tome 5 c'est l'apogée de la réhabilitation de Sirius Black. Je vous ai un petit peu spoilé mon avant-dernier axe avant la conclusion, puisque celui-ci s'intitule Harry et Ron. Il y a de l'orage dans l'air. Je l'ai dit, pour Harry et Ron, c'est une année vraiment très particulière puisqu'ils vont se disputer très très fort. Comme ça n'arrivera que très rarement finalement qu'ils se disputent très très fort. Ron s'est disputé avec Hermione l'année dernière, cette année il se dispute avec Harry. Il se dispute avec Harry, pourquoi ? Simplement parce que Harry finit par être reconnu comme champion de Poudlard et Ron n'est pas au courant et je cite, il ne sait pas comment Harry a fait et il aurait souhaité que Harry le tienne au courant et que lui-même puisse s'inscrire au tournoi également. Donc bien sûr c'est une démarche totalement égoïste de la part de Ron. J'avoue que dans cet opus-là, j'accroche moyennement avec le personnage parce que, en fait, j'ai l'impression qu'il ne se rend pas compte et qu'il ne prend, entre guillemets, que les côtés positifs de cette nomination, entre guillemets, au tournoi des 3 sorciers et qu'il ne se rend pas compte, en fait, du danger que court Harry à ce moment-là. En tout cas, jusqu'à la fin de la première tâche, il ne se rend pas compte de tout ce qui se passe et de tous les risques que Harry encourt. Finalement, le fameux « il y a de l'orage dans l'air » est vraiment temporaire puisque à la fin de la première tâche, Ron fait ses excuses à Harry et les deux meilleurs amis s'entendent de nouveau comme larrons en foire. Je pense finalement qu'une amitié aussi forte que Ron et Harry, qui rappelons-le est bien en place depuis le tome 1, c'est une amitié qui est indéfectible, proche d'une nouvelle forme de famille et du fait de faire famille, comme on le verra dans les prochains tomes. Le 11e et dernier point que je décide d'aborder avant la conclusion, c'est le retour de Voldemort. Donc le retour de Voldemort, c'est l'apogée de ce tome. Elle est mise en place tout au long du tome à l'appui de Barty Croupton Jr. sous les traits de Maugrey Folleuil, vous commencez à comprendre. Et elle prend fin, donc le retour de Voldemort prend fin lorsque Harry arrive dans le cimetière de Little Hangleton, là où est enterrée la famille de Lord Voldemort. Pourquoi dans ce cimetière ? Simplement puisque Voldemort en a besoin pour pouvoir revivre. Il a besoin de quoi ? Des os de son père sacrifié, de la chair d'un serviteur dévoué et du sang de l'ennemi pris par force. Le sang de l'ennemi pris par force, pourquoi ? Simplement parce que le sang de Harry a des propriétés magiques. Lily est morte, effectivement, donc Lily, sa mère, est morte, effectivement, en l'aimant d'une manière tellement inconditionnelle et tellement forte que ça a créé une protection magique autour de Harry, ce qui a contribué au fait que Voldemort ne puisse pas le toucher dans le premier tome, ce qui a également contribué au fait que Harry résiste à Voldemort et soit le seul à lui résister. Avec ce sort-là, cette potion, Voldemort va être en mesure de toucher Harry et d'ainsi pouvoir lui faire du mal d'encore plus près et de risquer de le tuer. Cette partie-là donne lieu à un duel explosif qui garantit une fin à la hauteur de ce duel fondamental pour la suite. Fondamental pourquoi ? Car c'est à partir de ce moment-là que le retour de Voldemort commence réellement à s'ébruiter dans l'univers magique. C'est à partir de ce moment-là que Dumbledore va réellement prendre conscience que son ennemi juré numéro 1, ou en tout cas l'ennemi juré numéro 1 de son petit protégé, est réellement de retour et que le monde des sorciers est de plus en plus en danger. En conclusion, on peut dire que c'est une saga de plus en plus sombre. La négativité ressort de plus en plus dans ce tome. Et effectivement, les 2 premiers tomes, j'ai presque envie de dire que c'est la découverte de l'univers. Ensuite, on a, je dirais, la crise d'ado. Et puis, le tome 4, c'est réellement, j'ai presque envie de dire, l'affrontement final qui approche de plus en plus dès le 4e tome. Hein. Bien que ce ne soit pas fini, mais dès le 4e tome, on sent vraiment que l'intrigue passe à un level supérieur en termes de noirceur et de péripéties un peu négatives. Jusqu'aux 3 premiers tomes, aucun personnage n'est mort aussi. C'est à partir du 4e tome que les morts vont commencer à s'enchaîner. Donc pour moi, en fait, tu as littéralement 2 sagas, c'est-à-dire la saga toute douce et toute mignonne pour les enfants, du tome 1 au tome 3, et la saga plus
ado, teenager, young adults à partir du tome 4. Et c'est aussi à partir du tome 4 que Harry est confronté pour la première fois de manière quasi officielle et visuelle à la mort. C'est aussi dans ce tome qu'il apprend d'ailleurs l'existence des 3 sortilèges impardonnables, à savoir l'Imperium qui permet de faire de quelqu'un son pantin, le Andoloris qui permet de faire souffrir quelqu'un et le fameux sort Avada Kedavra qui permet de donner la mort à quelqu'un. On a également ici un approfondissement des personnages principaux, des focus sur les difficultés que rencontrent des adolescents, comme des choses du type le questionnement de leur identité, les jalousies amicales, les premiers émois amoureux à l'instar de Harry qui commence à tomber amoureux de Cho Chang. Il s'avère que finalement celle-ci aura choisi Cédric Diggory. Les capacités magiques de chacun, donc de chacun des héros, enfin de chacun des héros et de chacun des champions surtout, sont mises à rude épreuve. Dans ce tome, on a également le méchant de l'histoire, donc Lord Voldemort, qui regagne de plus en plus de terrain et tout le monde en est conscient. Ou presque. Quand je dis ou presque, c'est simplement que le ministère de la magie commence à rentrer dans une forme de déni en disant que c'est de la folie pure et que Voldemort n'est pas de retour et que tout est sous contrôle. On verra pour le 5e tome que les choses sont nettement plus complexes que ce qu'il n'y paraît. Le tome 4, pour moi, et j'aime beaucoup cette expression parce que je trouve qu'elle est très juste, c'est une bombe littéraire qui bouleverse l'univers. Les cartes sont effectivement rabattues, ce qui nous laisse présager un tome 5 de plus en plus sombre, mais à l'issue très clairement incertaine. En ce qui concerne le narrateur, eh bien, je vais vous parler pour la 4e et dernière fois de Bernard Giraudot, car c'est lui qui donne sa voix de manière propre et engagée au tome et à chacun de ses personnages. Si je vous ai parlé justement du fait que c'était la dernière fois que je vous en parlais, c'est simplement parce que Bernard Giraudot est décédé le 17 juillet 2010, soit quelques temps après avoir enregistré le 4e volet. Quelques temps ou quelques années, je ne sais plus. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce 4e volet montre une fois de plus l'étendue vocale et les capacités, j'ai presque envie de dire, de doublage de Bernard Giraudot qui, à mon sens, ne sont plus à prouver. C'est un homme à qui on doit beaucoup pour la saga puisqu'il aura enregistré plus de la moitié de la saga à lui tout seul, ce qui représente un travail colossal, faramineux et incroyable. Très sincèrement, merci à lui, puisque sans ces enregistrements de si grande qualité, ça aurait été vraiment très difficile pour moi et je suppose pour d'autres personnes d'accéder à la littérature, ou en tout cas à de la littérature comme Harry Potter, vu la complexité de la saga et la difficulté qu'on a de la lire, vu sa taille, notamment quand on a des difficultés pour lire en version papier. Merci beaucoup en tout cas. Maintenant que je vous ai parlé de Bernard Giraudot et de son importance pour le tome 4 et même pour le reste de la saga, je vous propose d'écouter sans plus attendre un extrait de ce 4e volet. Concernant les autres œuvres inspirées de l'ouvrage, en 2005, la société de production Warner Bros. Diffuse pour la première fois l'adaptation cinématographique Harry Potter et la Coupe de Feu. Alors il faut savoir que ce 4e tome est un tome un peu particulier puisque à la base, la société de production Warner Bros. Aurait dû proposer un 4e volet en 2 parties tellement les péripéties et tellement l'ouvrage est conséquent. Finalement, c'est un projet qui a été avorté puisque on nous propose bel et bien un film de 2h30, donc un film unitaire de 2h30, recoupant toute l'aventure. Alors ce film unitaire de 2h30 n'a pas été réalisé sans mal puisqu'effectivement des choix scénaristiques ont dû être faits, laissant à l'abandon, j'ai envie de dire, certains passages du livre comme par exemple le passage chez les Dursley ou d'autres passages du livre qui pour autant sont importants pour la compréhension globale de l'ouvrage. Concernant le petit plus et l'information sur ce tome-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons dans ce tome des influences
net et clair de la France, puisque le personnage de Fleur de la Cour est français. Ensuite, une référence littéraire cette fois-ci. Il s'agit de La Maison des Jeux du Sort, donc titre du chapitre 1, qui est en référence directe à une nouvelle d'Edgar Allan Poe, du nom de La Maison Usher. Si je peux et si je la trouve, je vous mettrai la nouvelle en barre d'infos de ce podcast et je vous en parlerai peut-être à l'occasion. C'est ainsi que s'achève ce 9e épisode de podcast. J'espère vous retrouver très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, continuez de lire et on se dit à très bientôt. N'oubliez pas que si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre via mes réseaux sur Facebook et Instagram en tapant le Temple des mots. L'ensemble des liens et des comptes cités, des sources, etc. sont disponibles en barre d'infos de ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode de Marque-Page. Pour rappel, le podcast est disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le noter, à le commenter ou encore à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.